Le monde d'à peu près. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez une édition spéciale aujourd'hui, une édition un peu différente que d'habitude, car au studio du Monde à peu près, nous avons un invité spécial et que nous sommes nombreux aujourd'hui autour de la table pour discuter avec lui. Ça sera un peu un mode talk show. Il y a les intervenants habituels du podcast du Monde à peu près, Nicolas, Lamine, Hugues et moi-même. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Xavier Moreau, Bonjour. venu pour la première fois publiquement en Belgique pour enregistrer ce podcast et tenir une conférence avec Artemus à propos de son dernier ouvrage, L'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Monsieur Moreau, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Nous avons aussi avec nous Monsieur Thierry Marignac, auteur qu'Artemus a reçu déjà à 2 reprises pour un podcast au sujet de ses livres, notamment son ouvrage sur l'Ukraine, La guerre avant la guerre, et qui connaît bien la culture de l'Europe de l'Est et la Russie pour y avoir travaillé et habité. Bonjour. Bonjour. Pour que l'information devienne connaissance, Artemus organise des conférences, propose des podcasts et des chroniques sur divers sujets. Sur artemus.info, vous trouverez tous nos enregistrements et les liens vers les différents réseaux et plateformes où nous sommes présents. YouTube, Odyssée, X, Facebook et Telegram. Et pour que l'information devienne connaissance, Artemus compte aussi sur vous, chers auditeurs. Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter sur notre site web artemus.info. Likez, partagez et commentez nos contenus. Merci. Monsieur Moreau, vous êtes un ancien élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales. Vous avez servi en tant qu'officier parachutiste pendant 5 ans dans l'armée française. Puis en 2000, vous vous êtes installé à Moscou où vous avez reçu la nationalité russe en 2013, je crois. Et vous résidez actuellement avec votre famille. Vous êtes papa de 5 enfants. Vous êtes aussi un homme d'affaires. Vous dirigez une société informatique à Moscou. Le public vous connaît principalement grâce aux analyses politico-stratégiques sur Stratpol que vous avez cofondé et que vous animez, où vous analysez pratiquement au jour le jour cette guerre en Ukraine actuelle. Vous êtes aussi connu par l'émission Échiquier mondial que vous animez sur Russia Today. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, notamment le dernier L'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Je crois que mes collègues sont impatients de poser des questions, donc je vais Juste faire le tour. un petit détail, Oui. j'ai servi 3 ans dans les parachutistes. Ah d'accord. Donc, j'ai des mauvaises informations d'Internet. C'est pas grave, c'est juste un détail. D'accord. Est-ce que tu as appris tes informations sur Conspiracy Watch? Non, il n'était pas très détaillé. Ah, c'est dommage, parce que d'habitude, ils ont vraiment des bonnes sources. Exactement. Donc voilà, je passe la parole pour mes collègues qui ont des questions, je crois. Ben moi j'ai une question qui va être un peu taquine, parce que c'est mon rôle un peu dans ce talk show, on va dire, dans cette émission. Non mais est-ce que ça paie bien d'être un agent du Kremlin, puisque nous en fait on est une petite association, on n'a pas beaucoup trop de sponsors, donc peut-être qu'on pourrait postuler pour avoir quelques subsides, voilà. Alors, j'ai été un agent bénévole pendant très longtemps, jusqu'en juin 2022. Et puis après, j'ai été embauché par RT en français. Donc, désormais, je suis effectivement payé pour faire ce que je faisais gratuitement pendant des années. Donc, je suis plutôt content, et j'assume tout à fait, d'être un journaliste sur une chaîne d'information russe. Voilà. Mais puisqu'on en parle, d'ailleurs, je dois dire que si vous regardez, vous comparez l'échiquier mondial et mes vidéos sur ma chaîne Stratpol, je suis beaucoup moins dur avec le régime, par exemple français, que je le suis dans ma chaîne à moi. Parce que c'est les exigences éthiques de RT en français. Par exemple, je ne parle jamais du régime d'Emmanuel Macron dans mes émissions, sur RT en français, alors que je ne me prive pas de le faire sur ma chaîne. Voilà. Donc, je dois dire que je n'ai aucune pression sur c'est moi qui fais les scripts de mes programmes, c'est moi qui choisis les thèmes, j'ai une équipe et je n'ai aucune obligation, en disant il faut absolument que tu dises ça, ça t'as pas le droit de le dire, etc. Non, tout ce qu'on me demande c'est de la retenue plutôt vis-à-vis des coups que je porte contre le régime d'Emmanuel Macron. Ça se représente comment justement
cette retenue qui est demandée si, a priori, vous pouvez faire ce que vous voulez? Par exemple, je dois donner l'avis systématiquement des deux côtés. Par exemple, là, je suis en train de préparer une émission sur la Géorgie. Et donc, je vais donner les deux positions, donc le côté, on va dire, pro-occidental et le côté pro-russe. Même si, évidemment, on sent il y a un parti pris, ça ne sert à rien de faire croire à une neutralité absolue. Mais ça, c'est une exigence qu'on m'a mise, qui est tout à fait normale d'ailleurs. Hein, mais je prends moins de précautions dans mes analyses, si vous voulez. Et je me moque plus. En plus, je suis gaulois, donc j'aime bien un peu me moquer de mes adversaires, ce que je ne fais pas sur l'échiquier mondial. Et encore une fois, par exemple, je ne dirai jamais le régime d'Emmanuel Macron, je dirais le gouvernement d'Emmanuel Macron, le président français, etc. Je ne me moquerai pas de ces journées, notre ministre des Affaires étrangères, sur l'échiquier mondial, alors que je ne me prive pas de le faire dans mes bulletins hebdomadaires. Ça me rappelle le podcast qu'on avait enregistré avec toi, Thierry, où tu disais justement qu'il y avait vraiment beaucoup de retenue en fait, sur RT et que ça devenait parfois un peu ridicule. Oui, ça c'est un truc que j'ai constaté quand ils étaient encore autorisés en France. C'est que justement, comme ils étaient censés être le diable et comme ils étaient censés représenter le point de vue du mal, etc., ils allaient vraiment aux extrêmes pour représenter tout un tas de points de vue qui, à la rigueur, alors que les médias grand public en faisaient beaucoup moins. Oui, ça c'est clair. Du point de vue de l'éthique journalistique, enfin, ils peuvent tous venir prendre des cours chez RT en français, les médias français. Ça, c'est étonnant. Alors après, effectivement, depuis le début de l'opération militaire spéciale, le ton s'est quand même un peu durci chez RT. Ils prennent moins de précautions qu'ils en prenaient avant, et je trouve que d'ailleurs le contenu a pris un peu en vivacité, et j'apprécie bien. Mais vous continuez à dire opération militaire spéciale. On est quand même dans une guerre maintenant, quand même officiellement. Oui, mais pour moi, comme j'ai souvent expliqué, encore une fois, la guerre a commencé en 2014 et l'opération militaire spéciale correspond à cette séquence de la guerre globale de l'OTAN contre la Russie. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est « Essai sur la guerre de l'Occident collectif contre l'Europe ». Donc la guerre, elle a commencé avec Maïdan en 2014, même en 2013, novembre 2013, et à partir du 24 février 2022, on est rentré dans une séquence de cette guerre qui s'appelle l'opération militaire spéciale. Vous dites contre l'Europe, mais pas contre la Russie? Non, parce qu'en fait, la Russie est le champion de l'Europe, je dirais, une fois de plus. Et parce que je pense que ce qui s'attaque à l'Europe, alors c'est un peu difficile de dire du mal de l'Occident, parce que pendant, par exemple, la guerre froide, j'étais volontiers un occidental, puisque pour le monde libre, c'était nous, et en face, on avait le monde communiste, même si ça paraît un peu simpliste, mais à l'époque, j'étais adolescent, donc on aime bien les idées simples. Et à cette époque-là. Aujourd'hui, non, l'Occident, en fait, ce que les Russes appellent l'Occident collectif, c'est l'hégémon américain, c'est-à-dire Washington et ses États esclaves, dont malheureusement la France et la Belgique font partie. Et finalement, ce que j'espère, c'est que la défaite annoncée de cet Occident collectif militairement aura des conséquences qui pourrait provoquer dans certains pays européens une réaction politique, un peu comme la défaite à Sedan a provoqué la fin du Second Empire, que la révolution de 1905 a été provoquée par la défaite face aux Japonais, donc en Russie, etc., etc. Ce ne serait pas la première fois qu'une défaite militaire aboutit à la fin d'un régime. Même la Troisième République, finalement, même si la quatrième, en gros, est une copie, mais c'est tout de même autre chose. Donc voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce cadre-là, la victoire de Moscou sur Washington pourrait être celle de Sparte contre Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, où Sparte ne voulait pas libérer les cités grecques de la Ligue de Délos, mais la conséquence de la défaite militaire d'Athènes, ça a été que les îles grecques ont retrouvé leur liberté. Donc aujourd'hui, la Ligue de Délos, ça s'appelle l'OTAN. L'OTAN s'avère être une mauvaise alliance militaire. Et une fois qu'on se sera rendu compte que finalement, c'était censé nous protéger, on est à 50 contre 1 et on n'y arrive pas, on va se dire, alors quelle est la fonction de l'OTAN si on n'est pas capable de battre la Russie militairement? On verra aussi que la Russie s'arrête à l'Ukraine, même pas à la frontière de l'Ukraine d'ailleurs, parce que je pense que la Russie n'ira pas jusqu'aux Carpates, ça ne l'intéresse pas. Et donc on va voir que donc militairement l'OTAN est impuissante, mais on va voir qu'en revanche c'est la forme de l'hégémonie américaine
et que donc les Français, les Belges, les Allemands vont prendre conscience que c'est avant tout une alliance politique de domination et que on ne sait même pas contre qui on doit se défendre. En principe, si ça devait être contre la Russie, c'est raté. Puisque là, en fait, on le voit très bien, même sur LCI, on voit bien que l'hégémon a perdu la guerre. C'est intéressant cette comparaison entre Athènes et Sparte, parce que justement, à la fin de la guerre froide, on avait dit exactement l'inverse. C'est la victoire d'Athènes contre Sparte. La victoire occidentale représentant le marché libre, enfin l'éclairement, etc. La cité des arts aussi, contre cet État militaire qui était l'Union soviétique. C'est-à-dire c'est exactement l'inverse que vous êtes en train de nous dire. Oui, tout à fait. Mais, alors, comme on est, comme disait le général de Gaulle, on est de culture gréco-latine, et c'est vrai qu'il n'est pas resté, comme le disent il n'est pas resté grand-chose de Sparte, et donc tout le monde connaît le Périclès, les philosophes grecs, et donc en fait, on a plus tendance à se rattacher à la Grèce. Mais quand on regarde ce qu'était la Grèce, c'était pas des gens très sympathiques, les Athéniens. Ils ont massacré les habitants de l'île de Mylène parce qu'ils voulaient rester neutres. Donc une fois qu'ils ont... Si vous voulez, l'histoire de la Ligue de Délos, finalement, c'est celle de l'OTAN. La Ligue de Délos, c'était tout à fait légitime à l'origine, puisqu'il s'agissait de se protéger contre le danger perse. Et donc, une fois que le danger perse a été éliminé, après les victoires d'abord de Marathon et de Salamine, eh bien, normalement, la Ligue de Délos aurait dû être dissoute, comme l'OTAN. Mais comme c'était très rentable pour Athènes, ils ont volé le trésor de la Ligue de Délos. Ils ont fait des beaux travaux en Grèce, dont on peut encore contempler les vestiges. Et ils ont continué à maintenir leur hégémon par la force, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un adversaire qui était militairement plus fort qu'eux, qui était Sparte, et qui les a battus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la guerre du Péloponnèse, finalement, il y a eu, je crois que c'était les Thébains, qui ont vaincu Sparte. Et finalement, Alexandre le Grand qui a mis tout le monde d'accord. Voilà. Donc, est-ce que Pékin sera l'Alexandre le Grand qui va mettre tout le monde d'accord? Je ne sais pas, mais en attendant, on est un peu dans cette phase-là où l'hégémon maritime, comme le dit Youssef Indy, et lui il appelle ça l'hégémon précisément, l'hégémon américain est dans la même situation que la Ligue de Délos à la fin des guerres du Péloponnèse. Et pour nous, c'est peut-être le signal de la liberté. Après, c'est la conclusion de mon livre, c'est mon dernier chapitre, c'est qu'allons-nous faire de la victoire russe? Les Russes vont nous donner une victoire. Ils ne l'ont pas fait pour nous. Ce n'est pas la peine de se raconter. De la manière que Sparte n'a pas vaincu Athènes pour libérer les cités grecques. Mais le résultat, ça va être ça. Ça va être qu'on va avoir une occasion à un moment. Et surtout, ça va discréditer nos élites qui nous ont vendu la supériorité économique, la supériorité militaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu qu'on vivait dans un monde occidental en pleine décrépitude, avec une qualité de vie, un niveau de vie qui baisse en permanence, l'insécurité qui domine. Surtout le fait que finalement les Occidentaux, notamment les Européens de l'Ouest, voyagent peu. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas comparer Paris et Singapour, Paris et Pékin, Paris et Moscou. Voilà. Et je pense que tout ce qui fait prendre conscience aux populations européennes de leur déclassement est salutaire, puisque ça provoquera, j'espère, ça provoquera dans certains pays, alors je vois plus aujourd'hui en Allemagne qu'en France une perspective enthousiasmante, mais ça provoquera effectivement un sursaut et pourquoi pas une libération. Mais justement, quand on vous écoute, on a le sentiment que c'est beaucoup plus agréable de vivre à Moscou plutôt qu'à Paris ou à Bruxelles, et on a vraiment l'impression que c'est vraiment la ville ou le pays formidable, etc. Mais est-ce que, si on est objectif, en 2024, c'est vraiment si formidable, est-ce que tout est bien à Moscou? Est-ce que vous arrivez quand même à objectivement voir que c'est pas non plus l'équilibre absolu? Il y a quand même des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas, en Russie en général et à Moscou en particulier. Oui, c'est incontestable, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas, mais si vous voulez faire une comparaison, Moscou c'est 13 millions d'habitants. Paris et sa banlieue c'est 12 millions d'habitants.
Donc imaginez Paris et sa banlieue, où tout est propre, où il n'y a pas d'insécurité, où les transports en commun fonctionnent parfaitement, où vous avez des installations sportives, des parcs aménagés, des jardins d'enfants partout, des écoles, où tout ça est gratuit, la médecine est totalement gratuite, vous pouvez prendre un rendez-vous chez le dermato pour les jours qui viennent, pas attendre pendant des mois. C'est ça, Moscou, en fait. Moscou, en fait, ce serait ce que serait Paris et l'Île-de-France si c'était bien géré. Après, effectivement, ceux qui ne connaissent pas la Russie disent souvent « oui, mais il y a Moscou et le reste de la Russie ». Donc, généralement, les Russes, les libéralnais, comme on les appelle, qui disent ça, généralement, eux, ne mettent jamais les pieds en dehors de Moscou, mais utilisent ça comme argument pour vous dire oui, mais parce que vous vivez dans le centre, etc. Bon, moi, pas de chance, j'ai aussi travaillé, notamment à Ulyanov, donc je connais la Russie, j'ai toujours circulé dans les différents métiers que j'ai faits. J'ai eu à circuler pas mal à travers la Russie. J'ai vu le pays changer à une vitesse incroyable. Je suis arrivé le jour où Poutine est devenu président, avis aux conspirationnistes. Je suis arrivé le 26 mars 2000. Vous aviez l'information avant, c'est ça? En fait, on se met d'accord à chaque nouveau mandat. Et donc, on précise aux gens qui écoutent que c'est une boutade. Oui, second degré. Alerte second degré. Et donc, en fait, j'ai vu la transformation. Donc, évidemment, dans certaines régions de la Russie, il y a encore des choses qui ne vont pas extrêmement bien. Mais après, il faut voir une chose, que ça bouge tellement vite que des gens qui, par exemple, sont venus il y a 2 ans vont dire des choses qui sont déjà fausses. Par exemple, la première fois où je suis allé à Kaliningrad, c'était il y a 4 ans. Au moment du Covid, comme on ne pouvait pas sortir, on est resté en Russie. D'ailleurs, je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, mais qu'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a partiellement joué le jeu du Covid, c'était aussi que c'était le moyen de forcer les Russes à découvrir leur patrimoine touristique. Et ça a marché. Et moi, par exemple, ça fait 4 ans que je vais à Kaliningrad et on y retourne pour la 5e année, là, parce que j'ai découvert Kaliningrad et la Baltique. Et donc, quand j'y suis allé la première fois, un de mes amis qui était allé je crois qu'il y a 5 ans, me dit « Tu vas voir, c'est horrible. Nous, on avait déjà réservé les billets, etc. » Je lui dis « Flûte. » Et puis, en fait, on est arrivé. Donc, il y a la ville de Kaliningrad et nous, on est allé évidemment sur la côte aménagée, pistes cyclables. Toujours des installations pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer. Le bord de la plage totalement aménagé, plein de petits restos sympas. Enfin, vraiment, les meilleures autoroutes que j'ai jamais vues, totalement gratuites. Et en plus, j'y suis allé la 2e année, j'y suis allé en voiture en passant par la Lituanie. Donc, les Baltes sont persuadés que c'est la race supérieure de la région. Écoutez, quand on passe des routes lituaniennes aux routes russes, je peux vous dire que de Kaliningrad, on se dit, bon, il y a quand même... C'est un peu comme quand on quitte la Belgique au niveau des routes, c'est ça? Ça dépend donc ce que je veux dire, et ça, j'ai eu cet exemple-là. J'ai eu récemment encore l'exemple, puisque j'ai participé au forum économique de l'Extrême-Orient russe à Vladivostok. Donc pour vos auditeurs, c'est, je crois que c'est 9 ou 11 fuseaux horaires. C'est au bord de la mer du Japon. Et là, pareil, quelques personnes qui avaient connu Vladivostok m'ont dit « Oh là là, tu vas voir, c'est horrible. » Je suis arrivé, centre-ville sympa, un immense, c'est même pas un quartier, mais quasiment une partie de la ville avec des universités, au bord de la mer, installations sportives. Nous, on était logés pour ce forum précisément dans ce qui s'appelle l'Obsugitier, la cité universitaire. Donc tout est neuf, tout est construit. Le centre-ville aussi est très sympa, des fruits de mer, des énormes crabes. Mais la personne ne mentait pas, la personne qui était allée il y a 2-3 ans. Simplement, ça bouge extrêmement vite. Mais est-ce que le prix à payer de cette propreté, sécurité, beauté, on va dire, est-ce que c'est pas une surveillance accrue? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le revers de la médaille avec ça, notamment à Moscou, où on voit un métro avec reconnaissance faciale, des choses comme ça, avec une technologie qui ressemble à tout ce qui peut faire peur dans ce futur très déshumanisé? Est-ce que c'est pas un peu la contrepartie d'avoir cette qualité-là? Alors déjà, je pense que même sans les caméras, la sécurité à Moscou... j'y suis arrivé, donc il y a 24 ans, il n'y avait pas toutes ces caméras. Donc ça a été installé, plus tard. Simplement, déjà, encore une fois, les forces de l'ordre sont respectées, parce que aussi, en France, moi je serais presque... j'ai des pulsions anti-flics, mais parce que je vois en eux, notamment on a vu au moment du Covid, les agents d'un pouvoir tyrannique. Et ce n'est pas le cas en Russie. Donc déjà, il y a un respect vis-à-vis des forces de l'ordre. Quand un policier vous dit vous arrêtez, vous vous arrêtez. Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas insulter un policier sans que ça finisse en prison.
Donc en fait, Du coup, on s'arrête. Donc il y a un équilibre, je pense, la société est apaisée, équilibrée. Alors, si vous allez à Moscou, j'avais rencontré, osons le dire, Alain Soral à Moscou. Qui ça ? Alain Soral. On ne connaît pas. Bon, vous ne connaissez pas. Bon, c'est un type qui a des petits problèmes en ce moment, mais il m'avait dit, j'ai l'impression d'être en Corse. Parce que, en fait, c'est une société apaisée. Et c'est ça aussi, ça change. Quand vous débarquez à Paris, en plus maintenant on débarque, je passe par la Turquie, je débarque à Charles de Gaulle 1. Donc là, on se prend une vague de stress violente. Et puis tout est énervé, rien ne fonctionne, dysfonctionnel. Si on me demande comment je qualifierais Paris aujourd'hui, et les Parisiens, c'est dysfonctionnel. Et ça, en fait, on n'a pas à Moscou. La société est apaisée. Je sais, il y a une espèce d'alchimie. Et de toute manière, encore une fois, oui, la reconnaissance faciale dans le métro, c'est si vous le voulez. Si vous voulez, encore une fois, moi, par exemple, j'aime pas trop ça, donc je veux encore ma carte de métro. Vous voyez, donc ça c'est pas un problème. Et il faut voir aussi, écoutez, honnêtement, ça a quand même des avantages. Notamment les enlèvements d'enfants, ils sont résolus. J'ai eu des exemples très précis. En 1h30, c'était résolu. Et le pervers n'avait pas eu le temps de toucher la gamine. Vous voyez. Donc en fait, ça a quand même du bon. Mais c'est vrai que ça peut choquer cette surveillance. Mais cela dit, on ne la sent pas. On ne la sent pas. Et puis quand vous habitez, comme c'est mon cas, à côté d'un grand parc, il n'y a quand même pas des caméras dans le parc. Peut-être vous les avez pas vues. Ouais. Non, mais je voudrais faire un petit peu la mouche du coche parce que ce qu'on entend chez nous, évidemment, c'est évidemment par médias interposés et par dirigeants interposés. Je sais pas, on peut parler des dernières élections russes, par exemple, où le président a été élu avec 88% des voix. Je pense que notre président français pourrait être même envieux d'un tel score, lui qui n'a eu que moins de 20%. Et on dit que la Russie est un État totalitaire. Est-ce que la Russie est un État totalitaire ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut faire déjà la différence entre une dictature et un État totalitaire. Dictature, c'est, comme le disait Churchill, c'est quand ça sonne à 6h du matin et vous savez que c'est le laitier. Voilà. Donc c'est-à-dire l'arbitraire du fait que, par exemple, comme c'est mon cas, quand j'arrive, comme maintenant je suis fichier S, je me fais arrêter par la PAF qui vérifie tout, je me fais fouiller par la douane qui me déballe toutes mes affaires. Est-ce que vous savez sous quel prétexte vous êtes fichier S ? Non. Donc ça, par exemple, c'est un acte dictatorial parce que c'est une contrainte physique contre vous. C'est le fait qu'il n'y a pas d'état de droit. On peut vous arrêter pour n'importe quoi. Ou c'est ce qui arrive à Alain Soral en Suisse, par exemple. C'est-à-dire que pour une simple insulte, en fait, il aurait mieux fait de braquer une banque. Il aurait eu un bracelet électronique. Peut-être pas en Suisse. En Suisse, voilà. Donc peut-être pas en Suisse. Donc ça, c'est la dictature. Le totalitarisme, c'est quand, par des lois et de la contrainte, on essaie de vous transformer. La société totalitaire et que l'État contrôle tout. D'ailleurs, c'est Mussolini le premier qui a utilisé ce terme. Et il parlait de l'État total, en fait. Et pour lui, c'était pas péjoratif. Il disait, on prendra vos enfants au cercueil et au berceau, on vous les rendra au cercueil. Tout par l'État, tout pour l'État, rien contre l'État, quelque chose comme ça, il le disait. Donc c'est le rôle de l'État pour créer un être nouveau. Donc le citoyen fasciste mussolinien. Bon, cela dit, Mussolini disait c'est facile de gouverner les Italiens, mais ça sert à rien. Donc il y a le côté méditerranéen. Il y a le côté méditerranéen qui a temporisé le fascisme, qui dans la réalité était beaucoup moins dur que le terme, ce qui résonne autour du terme. En fait, la différence c'est Franco et Hitler, quoi. Oui. Franco, c'est une espèce de dictature Franco-Salazar, une espèce de dictature militaire un peu musclée, alors que effectivement, il y a un projet de refondation d'un homme nouveau dans les sociétés totalitaires nazies ou soviétiques. Oui, par exemple, la Révolution française, c'est ça. Et d'ailleurs, ils le disent dans mon livre sur le livre noir de la gauche française. Je cite Robespierre, notamment dans l'éducation. Donc, quand il présente son programme éducatif à la Convention, il commence sa première phrase, c'est dire quand on s'intéresse à la question, on constate avec effroi ou déception que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant échappe au législateur. Et vous regardez ce qui se passe en ce moment en France, vous voyez bien qu'il y a une continuité du programme que la gauche bourgeoise a eu depuis la Révolution pour nos enfants. Et ça, c'est du totalitarisme. C'est-à-dire que quand vous prenez un enfant à l'âge de 3 ans
et que vous commencez déjà à le conditionner, avec en plus les délires qui même, je pense, auraient effrayé Robespierre, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'effrayer, mais que là, maintenant, vous faites défiler, il faut faire attention aux mots que je vais utiliser, des transgenres, si jamais je dis un truc illégal, parce que j'ai pas l'habitude en Russie, on a le droit de dire ce qu'on veut, si jamais on fait... Chez Artemus aussi, on peut dire ce qu'on veut. Mais juste chez Artemus, dès que vous êtes sorti de ce studio... Voilà. Vous êtes Après, vous suspendu par les pieds. couperez en montage. Donc, si vous faites défiler des transgenres devant des enfants de 6 ans pour les sexualiser, etc., ça, c'est du totalitarisme. Surtout que c'est fait contre les enfants. Et Danton aussi le dit. Danton il dit c'est fini la famille avec les parents qui transmettent. Non, c'est l'enfant doit être pris en charge pour devenir un bon citoyen. Ça, c'est du totalitarisme. Et ça, vous ne l'avez pas en Russie. En Russie, simplement, c'est les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire, déjà, c'est les parents qui décident de ce que doivent apprendre leurs enfants, de ce qu'ils doivent manger, et qui choisissent l'école. Et ensuite, le programme scolaire, oui, on enseigne l'amour de la Russie, les valeurs patriotiques. Comme la Russie est un pays, et depuis longtemps, multiethnique, la tolérance entre les ethnies. D'ailleurs, autour de ces valeurs traditionnelles. Il faut bien se rendre compte que, notamment, il y a un point important, c'est qu'en Russie, on considère les religions traditionnelles, qui on voit au chapitre. Évidemment, en premier lieu, l'Église orthodoxe, mais par exemple, quand vous avez le discours de Vladimir Poutine, un peu l'équivalent devant le Congrès, vous avez représenté les 4 chefs des religions traditionnelles, les orthodoxes, les musulmans, les juifs et les bouddhistes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'harmonie, je crois que les orthodoxes appellent ça la symphonie, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Voilà. Et je dirais, c'est les valeurs traditionnelles. Et aujourd'hui, l'État russe ne prétend pas réformer le citoyen russe pour en faire autre chose que ce qu'il a envie d'être. Et dans le cadre de ce que j'appellerais la loi naturelle. Donc évidemment que et en plus, la Russie est un État de droit. C'est-à-dire qu'il y a des lois et vous pouvez contester, y compris quand il y a des abus de pouvoir du côté de l'État russe. Et cette loi n'est pas, je la trouve pas intrusive. Et surtout, à Moscou, vous ne voyez jamais de policiers. J'ai une question, parce que vous nous avez expliqué que justement, il y a des autorités spirituelles qui ont droit au chapitre, mais est-ce qu'ils sont sous surveillance ou pas? Alors, je vous donne un exemple. Je sais que ça se fait de plus en plus dans certains pays du Maghreb, où les prêches doivent être envoyés et adoubés, on va dire, par le pouvoir en place. Est-ce que c'est le cas en Russie? Et je vais poser une seconde question par rapport à ce que disait Hugues. 88%, ça fait quand même beaucoup pour gagner, non? Il n'y a pas un peu de triche dans l'histoire? Comment vous percevez ça? Donc, la première question. Donc, je sais que, oui, dans certains, notamment quand il y a des risques d'islam radical, les prêches sont surveillés. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que me disait un de mes amis, c'est un ancien du ministère de l'Intérieur, qui me disait, vous les Français, vous faites n'importe quoi. Vous laissez il connaissait bien, il avait coopéré avec les Français dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il m'a dit, vous laissez n'importe quel, on va dire, QI à 15 se proclamer imam, qui fait son prêche dans un sous-sol, dans une banlieue, sans absolument... Vous parlez de Chalgoumi ou quoi? C'est très très méchant ce que vous venez de dire. Et après, vous étonnez que vous avez des populations radicalisées. Nous, on fait la chasse contre ça, mais en revanche, on fait ça en bonne intelligence avec les responsables musulmans. Donc vous avez le grand moufti, mais vous avez également, par exemple, quelqu'un comme Ramzan Kadyrov, qui rayonne sur l'islam, on va dire, l'islam russe. Et donc ça se passe bien. Et celui qui a mis fin, c'est un combat qui continue, mais qui a mis un grand fin justement au terrorisme islamiste en Russie, c'est d'abord Ahmad Eladj Kadyrov, le père de Ramzan, et ensuite c'est Ramzan Kadyrov. C'est les musulmans qui ont réglé le problème de l'islamisme dans le Caucase. Et d'ailleurs, il y avait eu un moment quand il y a eu des volontaires, dont 2 Tchétchénies, qui sont venus se battre avec Al-Qaïda ou l'État islamique, je me souviens plus, en Syrie, donc contre Bachar el-Assad. Une partie de ces gamins ont été capturés par l'armée russe, ou alors sont rentrés. Et il y avait eu cette scène où on voyait donc il y avait
le chef religieux de Tchétchénie, j'ai oublié son nom, Ramzan Kadyrov, 2-3 autres responsables, les parents de ces jeunes qui étaient en ligne, et en face les jeunes. Et l'imam qui passait un savon aux jeunes, et après, en gros, Ramzan qui expliquait aux parents que c'était de leur faute. Et donc les parents, la tête basse, etc. Donc ils ont utilisé les structures familiales traditionnelles pour combattre l'islamisme. Donc ce que je veux dire, c'est que j'espère que je suis parti par rapport à votre question. Oui, voilà. Donc il y a une surveillance, mais c'est une surveillance qui est faite par les musulmans de ce qui se passe, parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri qu'un fanatique, un étranger. C'est aussi, ça le choquait. Un fanatique sponsorisé par la CIA. Voilà, on en a eu l'exemple il n'y a pas longtemps. C'est un raccourci, monsieur. On en a eu l'exemple il n'y a pas longtemps au Crocus City Hall. Donc voilà, donc évidemment, c'est un sujet sensible. Il y a des populations vulnérables. Et donc, oui, il y a une surveillance. Pour les 88%. Et les 88%, écoutez, c'est simple. Aux dernières élections. Déjà, il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'en 2014, il faut rappeler quand même qu'en 2014, où Vladimir Poutine était légèrement en usure du pouvoir, sa popularité a bondi. 2012. 2014, ouais. Je parle de l'annexion de la Crimée. Ah, d'accord. Réunification. Le rattachement, si vous préférez, peu importe. C'est pareil. Sa popularité a bondi immédiatement. Donc là, on peut imaginer que dans des circonstances similaires, et à cette époque-là, il avait déjà fait plus de 70% quand même. On peut imaginer que dans des circonstances similaires, sa popularité elle grimpe comme ça, surtout que le blocus occidental fait de la Russie, lui donne une mentalité de forteresse assiégée. Donc là que Thierry va donc sponsoriser maintenant la réponse très positive de Xavier Moreau, on l'écoute. Non, mais en fait, si vous voulez, il faut mettre les choses dans le contexte. Le contexte de ces 40 dernières années. L'URSS s'effondre. Les soviétiques, qu'ils croyaient de moins en moins, mais on les avait convaincus qu'ils vivaient dans le paradis socialiste, voyagent. Et ils débarquent à Paris, à Berlin. Et ils découvrent les supermarchés. La variété des produits, la qualité de vie, etc. Donc là, c'est le gros mensonge. Donc ils s'aperçoivent qu'ils ont vécu dans un mensonge. Et ils reviennent dans les années 90. Et donc, en fait, ils se mettent à détester un peu ce pays parce qu'en fait, on s'est moqué d'eux. En plus, les années 90, c'est le règne de la mafia, c'est le règne de l'oligarchie. Et donc, en fait, c'est vrai, il y a un désamour de son propre pays. Moi, je suis arrivé en 2000. Encore une fois, le jour quand Vladimir Poutine est arrivé, j'avais eu un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Et un jeune qui travaillait me disait, de toute manière, on est une république bananière, mais qui doit importer ses bananes. Donc il y avait une vision extrêmement pessimiste. Ouais, et ça, à l'époque Yeltsin, oui, c'était effectivement ça. C'était une colonie américaine déchirée par des guerres criminelles constantes. Et avec il y a eu la thérapie de choc de l'école de Chicago a provoqué 1 million de morts avec l'effondrement du système de santé. Donc ça a été catastrophique. Et Vladimir Poutine est l'homme qui non seulement a fait sortir la Russie donc de cet héritage communiste, de cette pauvreté systémique du néo-communisme, et du chaos, réellement le chaos yeltsinien. Et en plus, il a restauré la fierté et l'honneur d'être un Russe. Et aujourd'hui, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire, quand un Russe débarque à Paris, c'est comme quand moi, je débarquais en Russie en 2000. Et c'est vrai, quand on arrivait à l'aéroport de Sheremetyevo, il n'y avait qu'un seul terminal qui avait encore depuis, il a été refait. Et on se disait, quand même, là, oui, c'est un peu le tiers-monde blanc. Maintenant, c'est l'inverse. Et donc c'est ça, il faut bien comprendre. Et il faut bien comprendre que Vladimir Poutine n'est pas un personnage politique, c'est un personnage historique. Et ça a été très dur pour le parti Russie Unie de trouver des candidats contre lui. Parce qu'il y en a, par exemple, je pense que Slutsky, qui était le candidat du parti nationaliste, l'ancien parti de Zhirinovsky, lui, il a une ambition politique après Poutine. Et là, il s'est pris à un 3,5%, il s'en serait bien passé. Mais Russie Unie a dû le voir en le disant s'il te plaît, vas-y, présente-toi, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une opposition. Les communistes ont sorti un type bien, Kharitonov, je crois qu'il s'appelle, qui avait déjà été candidat il y a quelques années, mais bon, qui évidemment n'a aucune. Mais personne n'a aucune chance contre Poutine. C'est bizarre, parce que nous, on n'entend parler que de Navalny.
Ah oui, non, mais Mais ça, c'est- de oui. Madame Navalnaya maintenant, oui aussi. Oui, ça, d'ailleurs, je traite de cette question-là dans mon livre, c'est-à-dire que donc Navalny, c'est à la fois un escroc et un produit de l'influence anglo-américaine. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait d'ailleurs attraper la main dans le sac. Hein. C'est un droit commun, Navalny. Et avant d'ailleurs de s'être fait choper avec de l'argent qui lui venait vraisemblablement des services britanniques ou de la CIA. Il s'est fait choper parce qu'il a volé de l'argent, notamment l'affaire Yves Rocher, donc qui a touché une de société française. Et de toute manière, il n'a jamais été connu qu'à Moscou, essentiellement. C'est quelqu'un qui n'a pas de rayonnement, et surtout pour les Russes, c'était un homme des années 90. Et Navalny n'était pas un jeune homme politique que personne ne connaissait. Il était au parti, je crois que c'était Yabloko. Et il s'était fait d'ailleurs virer parce que, comme en fait il mangeait à tous les râteliers, il a fait une vidéo où on le voit en train de comparer les Tchétchènes à des cafards, et ensuite de proposer un pistolet, et il tue un type déguisé en musulman. Navalny aurait fait de la prison en France. Il n'y aura pas qu'en Russie. Pour ses propos. Je sais pas, faites le test, faites un clip où vous prenez un pistolet et vous tuez quelqu'un habillé comme un arabe en disant que c'est un cafard. C'est combien devant la 17e chambre correctionnelle? Ah oui, c'est un truc pareil. ouais. On va éviter de le faire. Oui, Ouais, non, c'est- mais moi je trouve que Navalny c'est un non-sujet. J'ai de bons amis, notamment dans l'Oural, et ils l'ont découvert sur Euronews. Hein. Donc ça, Non, c'est un sujet en France Oui, et voilà. en Belgique. oui, non, parce c'est- que, c'est un voilà. sujet en Europe. Ouais. Je suis bien d'accord, Ouais, mais ça ouais. c'est un Et aux non-sujet. États-Unis. Moi, je voudrais- Et Ouais, en ouais, Angleterre, ouais. enfin, Je en voudrais apporter Occident, une petite quoi. note discordante, vous m'excuserez Mhm. Xavier. J'ai pas mal voyagé en Russie, notamment en Oural, à Ekaterinbourg et Tcheliabinsk. Le paysage est beaucoup moins rose que ce que vous décrivez sur Moscou, parce que c'est quand même vrai que l'argent est centralisé, l'argent du pétrole a été centralisé à Moscou. Ça a été le travail de l'État pendant un certain temps. Et le décor est beaucoup moins rose, même si on essaye de faire un peu quelque chose au centre-ville. Je vous garantis que Tcheliabinsk, 1,5 million d'habitants quand même, grosse métallurgie, ça rappelle quand même vraiment. Moi, j'ai connu la Russie à la fin des années 90. Ça rappelle quand même vraiment ce qu'était Moscou à l'époque. Et quant à la criminalité, c'est un endroit où le gouverneur a changé 3 fois. Chaque gouverneur étant plus propre que le précédent, mais à chaque fois on retrouvait cette 4x4 allemand dans son garage parce qu'il avait fait des appels d'offres truqués pour la réparation des routes. Ça existe aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on Ça a eu existe l'exemple. aussi. Il y a une autre question que je voudrais vous poser personnellement. C'est dans mon bouquin La guerre avant la guerre, qui est centré sur l'Ukraine, hein, où je parle d'ailleurs de l'histoire du crime depuis la fin, depuis l'indépendance, enfin la fin de l'URSS. Il a été moi j'étais absolument ahuri quand je regardais la télé et je lisais les journaux à cette époque-là, de l'incompétence, de l'ignorance et de l'auto-intoxication. C'était complètement hallucinant et on a l'impression, très curieusement, que ça a eu une influence finalement sur la stratégie occidentale. C'est-à-dire que l'auto-intoxication a fonctionné à bloc, que les gens se sont mis à croire à ce qu'ils racontaient. Alors que, je ne sais pas, par exemple, le fait que l'échec de la contre-offensive soit dû à un Koursk, il suffit d'avoir étudié l'histoire pour le comprendre qu'ils allaient faire ça, les Russes. C'est là où ils sont les meilleurs. Ils boxent en contre. Et la question que je voudrais vous poser, c'est dans quelle mesure vous pensez que cette auto-intoxication existe en Russie ? Alors, sur la question, oui, mais encore une fois, j'écris pas la Russie comme un paradis. De toute manière, notamment, il y a eu l'arrestation du gouverneur de la région de Khabarovsk en 2020. Et le ministère de la Défense hier. Hein. Oui, tout à fait. Mais non, mais de toute manière, encore une fois, la question, c'est de voir la direction. Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Ouais. Ça va incontestablement dans le bon sens. Maintenant, la Russie est un pays immense avec beaucoup de ressources. C'est pas Moscou la ville la plus riche, c'est Tyumen.
bitumen à cause du gaz et du pétrole. Et c'est d'ailleurs de là que vient Sobyanin. C'est parce que lui a montré, quand Sobyanin est arrivé à la mairie de Moscou, il a viré 95% des fonctionnaires de la mairie de Moscou. Donc c'est des méthodes dures. Et encore une fois, on était en 2021, il y avait encore un gouverneur qui était un mafieux. Et finalement, ils ont eu sa peau. Et il était là, il tenait parce que le procureur local faisait partie de son gang. Oui, mais ça, c'est quelque chose, durant ma petite campagne pour la guerre avant la guerre, que j'ai toujours expliqué, qui m'a valu d'être traité de pro-russe aussi, en Ukraine, il y avait eu systématiquement que des criminels depuis 30 ans au pouvoir, ou des gens liés au milieu, jusqu'à maintenant, alors que dans l'État russe, il y a des forces en contrepoint. Et il a été périodiquement, depuis les boyards, quasiment, envahi par les mafias et périodiquement purgé. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai travaillé. Parce que c'est un État qui a 1000 ans, en fait. Voilà, c'est la différence entre quand il y a une tradition étatique et quand il n'y en a pas. Quand je suis arrivé en Russie, donc il y a 24 ans, je travaillais dans la sûreté. Et donc j'avais des contacts avec la police. Et c'est le moment où, en fait, la police russe, le FSB, a purgé la mafia. Ils les ont tous chopés. Il y en a, d'après ce qu'on m'a dit, ça s'est terminé dans les bois. Et on les a jamais revus. Les autres, ils se retrouvaient avec de la cocaïne dans la poche et donc ils partaient pour 10 ans de prison. À tel point qu'en 2010-2011, ils ont commencé à sortir de prison et on a eu un regain d'insécurité à ce moment-là. Mais je vais répondre à votre question sur l'auto-intoxication. C'est également un des sujets de mon livre. C'est-à-dire que c'est lié à des dysfonctionnements de l'Occident collectif. Notamment, déjà une méconnaissance de la Russie. Un système de mensonges, c'est-à-dire que ça rappelle beaucoup la fin de l'URSS, où votre subordonné ou celui à qui vous avez commandé l'étude sur la situation vous ment parce qu'il sait que vous attendez un mensonge. Si, par exemple, je cite le cas de l'IFRI, qui est dirigé par Thomas Gomard, Institut français des relations internationales, s'il commence à faire un rapport en disant Vladimir Poutine a su utiliser les sanctions 2014-2015 pour faire un saut qualitatif de l'économie russe dans le domaine de l'agricole et dans le domaine qui lui est lié des machines agricoles, le contrat de l'IFRI avec le ministère des Affaires étrangères ne sera pas renouvelé. Si en revanche, vous répétez comme Thomas Gomard le répète depuis le début, la Russie, comme dans le livre de Sokolov, est une puissance pauvre, elle est attardée, etc. Oui, mais ça c'est des années et des années d'intoxication. C'est ça. Mais ma question c'était, est-ce que vous constatez des tendances à l'auto-intoxication de l'autre côté côté russe. Côté russe. Non, j'ai plutôt observé l'inverse, c'est-à-dire plutôt une surestimation, contrairement à ce qu'on a dit, une surestimation notamment vous voyez dans les textes initiaux de Vladimir Poutine, je crois que celui du 24 février, dans sa déclaration, il dit ils sont en train de créer une armée ukrainienne surarmée, extrêmement performante pour nous faire la guerre. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc, contrairement à ce qui était raconté, il n'y a pas du tout de sous-estimation de l'armée ukrainienne. Il y a plutôt une surestimation qui se traduit par le fait qu'à 1 contre 3, la Russie s'est emparée de 20% du territoire ukrainien et a fait de la mer d'Azov une mer intérieure. Et que la Russie, en 9 jours, a traversé le Dniepr et s'est emparée de la ville de Kherson. En 2 mois, encore une fois, a fermé complètement la mer d'Azov et pour toujours. Et là, on la voit qui tient face à une coalition qui dépasse même l'OTAN, puisque tout le monde il va de ses moyens. Le Japon, la Corée du Sud. La Corée du Sud a fourni plus de munitions à l'Ukraine que la France, par exemple. Donc, en fait, il y a plutôt j'ai plutôt l'impression que les Russes surestiment les Occidentaux plutôt qu'ils les sous-estiment. Et en plus, c'est un problème, c'est que de temps en temps, il y a aussi un petit complexe. J'avais appelé ça dans mon premier bouquin sur l'Ukraine, le complexe occidentaliste. C'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les Russes disent Всегда лучше где нас нет. C'est toujours mieux là où on n'est pas. Et quelquefois, il y a encore un peu de c'est en train de disparaître, je le vois. Surtout que même les Russes découvrent leurs résultats et découvrent l'arriération du complexe militaro-industriel occidental. Donc, au fur et à mesure qu'ils découvrent ça, ils disent finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Donc, au contraire, je ne pense pas qu'il y a s'il y a une intoxication, elle est plutôt en une surestimation, je vais finir avec ça. Mais par exemple, quand je passe sur les plateaux de télé, on me dit est-ce que c'est vrai que l'armée française va... Je lui dis mais vous rigolez ou quoi ?
notre combat de demain, c'est les Jeux Olympiques. Et il nous manque des hommes. Et les Polonais nous envoient des renforts. La chaîne de montage du Charles Leclerc, elle a disparu. Parce qu'étant donné les limites de nos moyens, on ne peut pas à la fois fabriquer un véhicule de combat d'infanterie, le VBCI, et le Charles Leclerc. Donc tous les Charles Leclerc qui seront détruits ne seront pas remplacés. Il n'y a plus de pièces détachées. Donc c'est pour ça, sur le parc de Charles Leclerc français, vous avez 400 chars. Il y en a 200 qui servent à être cannibalisés pour maintenir les 200 autres qui restent. Donc c'est la totalité de ce qu'on a. Les Russes, maintenant, j'ai vu les chiffres, ils en fabriquent, c'est plus les médias américains, 175 par an, je crois. Donc en gros, tous les ans, ils produisent la totalité de nos chars. Donc, je pense que c'est même plus que ça. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je dis ça aux Russes, ils ouvrent des grands yeux. Alors bon, après, c'est pas toujours des spécialistes du militaire industriel, mais ils s'attendaient pas à ce que le complexe militaire industriel français, allemand et même américain soit si faible. C'est ça, l'intoxication, c'est qu'ils ont largement surestimé leur adversaire. Non, je vais juste faire une petite remarque sur une question, cher ami, que vous avez posée tout à l'heure sur le totalitarisme. C'est très court, c'est qu'en Russie, on dit que la sévérité des lois russes est compensée par leur non-application. Et c'est dissuasif, quoi. Et il est vrai, et moi j'ai pas du tout un point de vue militaire et tout ça, c'est vraiment mon point de vue à moi de saltimbanque. Il est vrai que dans la vie quotidienne, en réalité, on est souvent beaucoup plus libre parce qu'il n'y a pas les 10 000 règlements de sécurité ou enfin ici la sollicitude du pouvoir vous accable toute la journée tellement il vous aime. Là-bas, ça n'existe pas et on respire mieux. Oui, je partage. Mais la dernière étape du totalitarisme, c'est quand même quand on s'autocensure. C'est-à-dire quand on a honte ou quand on culpabilise de même penser quelque chose. Ça n'existe pas en Russie ? Non. Non. Pas tellement. Non. Ce qui est interdit aussi, notamment, il faut voir qu'avant le début de l'opération militaire spéciale, vous pouviez être un média qui recevait de l'argent de l'étranger, à condition de le dire. Il y avait Doge il y avait Doge TV. Moi, par exemple, je me suis toujours... Et l'écho de Moscou aussi. Oui, mais l'écho de Moscou, ça a été rapidement... Parce qu'en fait, c'était Gazprom l'actionnaire. Donc, c'était Gazprom l'actionnaire d'écho de Moscou, donc qui était une radio libérale, gauchiste, si vous voulez. Et ils l'ont laissé fonctionner pendant longtemps. Donc, c'était une radio financée par Gazprom, société d'État, et sur lequel le ton était totalement libre. Il y avait, vous venez de le dire, et moi je les suivais, Doge TV, donc c'était une chaîne de télévision où donc une partie sur abonnement, une partie gratuite, un peu comme Canal+, enfin en tout cas à l'époque, parce que je sais pas ce que c'est devenu. Et en fait, et ça, simplement personne ne les écoutait. Parce qu'ils n'ont pas de public. C'était les gens qui étaient pour Navalny. Ils nous ont vendu le Covid, ils nous ont vendu la totale. Mais ces gens-là, personne ne les écoutait. Donc il y avait une véritable liberté d'expression. Et simplement, ils devaient se déclarer agents étrangers parce qu'ils étaient financés par l'Union européenne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils émettent toujours, alors il y a encore moins de gens qui les écoutent, de Vilnius. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le début de l'opération militaire spéciale, oui, il y a eu un renforcement de la législation et Doge de TV a été fermée aussi. En fait, elle dit quoi, la législation ? Vous n'avez pas le droit de discréditer l'armée russe. Parce que vous n'avez pas le droit de dire que l'armée russe est une armée de violeurs. En revanche, si vous avez une information vérifiée que Ivan Ivanovitch, soldat russe, a violé une Ukrainienne, personne ne vous empêchera de le dire. Mais insulter l'armée russe, mentir, alors c'est évidemment, j'imagine, si on interdit à mentir sur LCI et BFM, c'est interdit, ça peut être puni par la loi, et gravement, et provoquer la fermeture, parce que la Russie est en guerre, c'est incontestable, et que donc la diffamation, ça compte double ou ça compte triple. Mais justement, je voulais vous poser une question en tant que journaliste. C'est très très difficile de couvrir ce conflit, hein. Très très difficile parce que toutes les informations qu'on reçoit, on ne reçoit pas des informations de premier bourg, on n'est pas sur place. Alors comment est-ce que vous, en tant que russe, russo-français, en tant que journaliste, vous avez fondé donc Stratpol, comment est-ce que vous faites pour vous informer mais sans tomber dans l'auto-intoxication, c'est-à-dire de servir les intérêts russes et, comme vous dites, de ne pas raconter de bobards, parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui parle de ce conflit. Mais comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Et à qui vous faites confiance pour vos informations? C'est un agent du Kremlin, donc est-ce qu'on peut lui faire confiance? Voilà. Non, mais Ouais, moi, déjà, d'une part, je n'ai jamais caché que j'étais pro-russe. Je suis pour la victoire de la Russie. Et je pense que d'ailleurs, ça servira les intérêts français. Donc, évidemment que, à moins d'être stupide, il faut prendre ce que je vais dire avec prudence, parce que effectivement, je suis pour la victoire de la Russie. Et je pense que c'est la base. D'ailleurs, par exemple, là, dans le bulletin numéro 183 que j'ai sorti aujourd'hui, je cite le chiffre des morts russes dit par Sergueï Shoigu. Donc, il l'estime à 500 000. Des morts ukrainiens, pardon. 500 000 morts ou blessés graves. Bon. Je le compare avec les chiffres ukrainiens et à la fin, je dis, c'est un chiffre du ministère de la Défense russe, donc gardez-le en tête, prenez-le avec prudence, contrebalancé avec d'autres chiffres. Ce que je me suis trompé en 2022, plusieurs fois je me suis trompé dans mon analyse, pas sur le fond. Puisque, encore une fois, dès 2022, j'ai dit les Russes sont certains de gagner la guerre. Je crois que maintenant tout le monde l'a plus ou moins compris. Mais en même temps, il faut étudier les raisons pour lesquelles on s'est trompé. Donc c'est ce que j'ai fait, ce qui fait qu'en 2023, tous mes pronostics se sont avérés vrais. Et surtout que je me suis fondé sur quelque chose qui est incontestable, c'est la carte militaire. À partir de la fin avril, j'ai commencé à regarder, à faire une ligne de front et regarder une semaine sur deux qui avance, qui recule. Parce que ça, globalement, d'ailleurs, vous voyez, il y a des chaînes YouTube, alors eux, ils sont côté ukrainien comme côté russe. Alors eux, ils vont au village, enfin, à l'hectare près de terres conquises ou perdues. Moi, ça m'intéresse pas. Mais globalement, vous pouvez trouver les informations pour savoir où est la ligne de front. Et tôt ou tard, même si Kiev a nié avoir perdu Bakhmout pendant près d'un an, globalement sur le terrain, l'évidence est là. Donc là-dessus, on ne peut pas contester. Donc après, vous pouvez m'expliquer que l'armée russe a perdu 300 000 hommes. Bah, dans ce cas, avec les 20 000 hommes qui lui restent, ça se passe bien. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est du bon sens. Par exemple, je cite le ministère de la Défense norvégien, en janvier 2023, dit que les pertes russes se montent à 180 000 hommes. L'OTAN estimait le contingent initial russe à 150 000 hommes. Même en rajoutant les 20 000 hommes des milices du Donbass, on n'y est pas. Et même quand le général Miley, donc j'ai retrouvé le nom du chef d'état-major de l'armée américaine, c'était à la fin de l'année 2022, dit les Russes ont perdu 100 000 hommes. Bah, si sur un contingent de 150, 160 000 hommes, vous en avez perdu 100 000, c'est terminé. Terminé, surtout que c'est la masse combattante, c'est la masse au contact. Donc en fait, c'est des réflexions que n'importe quelle personne peut faire. Dire, bah oui, s'il y a plus de morts que de soldats, forcément, quelque part, on m'a raconté... Pourquoi la guerre est continue? Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, de la même manière, donc, on nous dit que les Russes ne veulent pas aller se battre, qu'ils n'arrivent pas à combler les effectifs, mais... Toutes ces vidéos où vous voyez des commissaires qui courent après les gens pour les envoyer au front, c'est pas en Russie, c'est en Ukraine. Vous voyez jamais ça en Russie. Voilà. Et de toute manière, tôt ou tard, en fait, c'est pour ça que d'un autre côté, mon livre, je voulais le sortir tout au début de la guerre, hein, c'est-à-dire, il devait sortir en été, puis comme j'étais embauché, comme j'ai dit, par RT en français, je dois écrire un script de géopolitique au moins par semaine, donc c'est beaucoup de travail, donc ça, j'ai retardé. Mais c'est pas plus mal parce que maintenant, tout ce que je disais en 2022, vous le trouvez dans la presse anglo-saxonne. Vous verrez dans mon livre, les références, c'est New York Times, Bloomberg, Washington Post, Wall Street Journal. Alors, soit ce sont des agents du Kremlin, soit finalement, quand vous êtes une presse non sponsorisée, vous êtes obligé de temps en temps de faire des articles qui tiennent la route, sinon plus personne ne vous croit. Et dans la presse économique, les gens qui lisent Bloomberg, ils n'ont pas envie d'entendre que Poutine est méchant ou gentil. Il veut savoir qui va gagner la guerre et quand, parce qu'il y a de l'argent à se faire dessus. Vous voyez. Mais c'est la grande qualité de l'intelligence économique que j'ai un peu pratiquée moi-même à un certain moment à cause de mon savoir sur l'Ukraine. C'est que le client, vos opinions et vos états d'âme, ils s'en contrebalancent. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du fric. Et je dirais que dans tout le lavage de cerveau médiatique, la grosse justification, c'est toujours l'objectivité, ça n'existe pas, d'accord ? On les envoie faire un peu d'intelligence économique, ils vont l'apprendre, l'objectivité, vite fait. Je vais vous donner un exemple concret. Là, les députés écologistes, socialistes et Renaissance ont lancé une pétition pour le vol des avoirs russes.
d'accord, qui aurait des conséquences sur la crédibilité de la dette française, etc., etc. Eux s'en moquent, de toute manière. Donc, Glucksmann, c'est comme les écolos en Allemagne, c'est la CIA directement, je pense. Donc, ils font cette pétition-là. Mais au même moment, Bruno Le Maire, donc ministre du Parti Renaissance, qui a lancé cette pétition, Et grand écrivain. et grand écrivain, grand économiste, donne une interview au New York Times pour lui dire il n'y a aucune base légale pour confisquer les avoirs russes. Et Bruno, faut te mettre d'accord avec tes députés parce que tu comprends, eux ils veulent les voler les actifs russes, mais parce que lui en fait il doit fourguer les obligations du Trésor français et que C'est déjà pas facile. si jamais l'Arabie Saoudite, la Chine, les grands acheteurs des bons du Trésor français voient qu'en fait on peut les voler. Ils vont peut-être plus les acheter. Et comme on a un pays qui vit de la dette, à 120, s'ils disent 120, ça doit être 130 ou 140%. Donc, dans ce cas, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une réalité. Je vais faire plaisir à Alain Escada qui est ici. Il y a. Quoi Oui, qui il y a, voilà, qui aime beaucoup quand je cite Lénine. Lénine appelait ça la dictature du réel. Et là, le réel, c'est le complexe pittoresque-industriel, sa puissance, c'est l'économie. Et je vais citer Clémenceau, que Alain Escada et même encore plus, qui disait on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Je crois que c'est lui qui disait ça. Et en tout cas, là c'est pareil, on peut tout faire avec l'économie sauf s'asseoir dessus. Et aujourd'hui, on assiste à un moment assez intéressant, c'est que d'un côté, donc idéologiquement, évidemment, l'Occident collectif ne peut pas perdre cette guerre, c'est ce que dit Macron, c'est de l'incantation. Poutine ne peut pas gagner. S'il te plaît, Poutine ne gagne pas. On en est là. Mais à côté de ça, vous avez le monde réel, celui de l'économie, celui du fait que la France doit fourguer un pourcentage le plus faible possible ses obligations qui valent rien. Et donc là, Bruno Le Maire, il va. Pourquoi c'est le New York Times ? Parce qu'il espère que les Français ne le liront pas. Et puis parce qu'il veut rassurer les marchés. C'est aussi simple que ça. On précise quand même, quand on dit Alain Escada est ici, ça veut dire qu'il est ici en Belgique. Il n'est pas dans le studio avec nous. Faut pas non plus. Les gens vont croire je ne sais quoi. Donc, voilà. Ici en Belgique. Moi j'avais une question, puisque vous avez parlé du fait que ceux qui ont encore une bonne vision de l'Occident, en Russie du moins, c'est ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Cela dit, il reste quand même une influence culturelle, je vais dire de l'Occident, je suppose, sur les Russes. Notamment, je pense que les jeunes veulent tous un iPhone et des Nike. Et qui regardent tous Netflix. Donc il y a quand même toujours une influence qui peut être... Netflix a c'est fini. Arrêté. Okay. Ça, c'était parmi les... Là, ils ont... Alors après, ils ont lancé leur propre chaîne, mais la première conséquence, ça a été fin des chaînes porno, j'ai oublié je sais plus. Bref. YouPorn. Oui, c'est ça, voilà. Et connaît. Moi, c'est un ami d'un ami. Non, mais qui j'avais fait une vidéo. Vieil abonné. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs en disant merci. Ils ferment YouPorn, ils ferment McDo et ils ferment Netflix. et ils ferment Netflix. C'est merveilleux, c'est pays de coca. Alors McDo, ils l'ont réouvert. Ça s'appelle plus McDo, mais voilà. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu une expérience comme ça en allant à Nijni Novgorod, en Moscou, Nijni Novgorod. Et j'étais, ça devait être en 2019, je crois. J'étais à côté de deux adolescents qui avaient une espèce de bassine géante de popcorn, Kentucky Fried Chicken, et qui regardaient les Simpsons sur leur iPhone. C'est déjà ancien, mais c'était comme ça. Oui, non, alors après, donc effectivement, la société de consommation a pris en Russie, ça c'est un fait. Bah oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part de l'État russe, notamment il y a toujours une éducation de qualité et qui s'améliore. C'est ce que Todd soulignait d'ailleurs. C'est la Russie produit plus d'ingénieurs avec une population plus de 2 fois moindre que les États-Unis. Pour 100 000 habitants, elle en produit plus que la France. Ça, c'est dans mon bulletin de 183, d'ailleurs, j'ai sorti les chiffres. Donc là-dessus, il y a une amélioration. Il y a l'Église orthodoxe qui essaie de faire son travail. Il y a quand même des lois qui sont extrêmement, à mon avis, positives, c'est-à-dire l'interdiction de la propagande homosexuelle. Au début, c'était vis-à-vis des mineurs. Maintenant, c'est total. C'est interdit.
Donc on essaie, mais après c'est très dur de lutter contre la société de consommation, c'est la restauration des valeurs, mais ça c'est au contraire, c'est les effets bénéfiques de l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que on s'aperçoit que le citoyen en armes qui défend sa patrie est supérieur au commercial qui vend je ne sais pas quoi. Et ce qui est intéressant, c'était le discours programme de Vladimir Poutine juste avant son élection, où il a dit, de toute manière, ce qu'on avait dans les années 90, on ne peut pas parler d'élite. Ce ne sont pas des élites. L'élite de demain, ce sera ceux qui sont battus pour la Russie. Et ils ont lancé un programme de formation pour que les officiers, les sous-officiers, ceux qui se sont illustrés dans le combat, notamment par leur qualité de meneur d'hommes, bien puissent être reconvertis et finissent pas comme Rambo pourchassés par la police d'un bled paumé, mais au contraire soient les futurs cadres de la nation. Et d'ailleurs, je voulais regarder les infos russes hier, et il y a eu un premier vétéran de l'opération militaire spéciale qui a été élu maire dans une petite ville. Et ça, c'est le but, en fait. C'est le but de Vladimir Poutine, en fait, c'est de donner à la Russie, de restaurer des nouvelles élites. Alors, encore une fois, c'est comme disait Jacques Bainville, que je cite tout le temps, tout a toujours très mal marché. Et puis je vais encore faire une citation, il faut suivre sa pente en la remontant. Qui c'est qui disait ça? Je sais plus. En tout cas, c'est ce que fait. Un gars qui boit beaucoup, non? Bon, ça va, on est sorti de l'énigme. C'était... Bon, peu importe. En tout cas, c'est ce que fait la Russie. La Russie suit sa pente en la remontant, et dans tous les domaines, et s'améliore, et surtout elle reprend confiance en elle-même par les résultats. Parce que ce qu'a réussi Vladimir Poutine, pourquoi aussi est-ce qu'il appelait ça l'opération militaire spéciale? C'est de dire on ne rentre pas en guerre. Et donc la stabilité que je vous ai donnée depuis 23 ans, elle va se conserver. Et c'est vrai que ça se passe. D'après la BBC, il y a un peu plus de 50 000 morts prouvés de l'armée russe, d'après la BBC. Donc, ce n'est pas un agent du Kremlin. Et qui fait ce décompte avec un média d'opposition hors sol qui s'appelle Mediazone. Donc 50 000 morts. C'est moins que la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu au Vietnam, en plus ils sont repartis une main devant, une main derrière, à la fin, ont perdu 56 000 hommes au Vietnam. Donc c'est pour ça aussi que vous avez l'aide de 61 milliards de dollars. Si là, Kiev s'effondrait, ça veut dire que la Russie s'empare de ses terres historiques, prend le contrôle de la totalité du littoral kievien pour 50 000 morts, et récupère entre 10 et 15 millions d'habitants. Donc cette guerre menée par Washington, qui était censée provoquer une catastrophe économique et humaine et démographique en Russie, va au contraire être un sursaut économique et démographique. Et permet vraiment... Alors c'est la guerre, la matrice brûlante comme disait Hans Junger dans le Sturm, la guerre est notre mère, elle nous a enfantés dans la matrice brûlante des tranchées. Donc on peut dire ça pour la Russie, en fait. La guerre est une matrice dans laquelle la Russie essaie de se retrouver, de renouveler de manière presque d'ailleurs mystique le sacrifice des héros de la Seconde Guerre mondiale. Et en revanche, autant ces héros avaient été brimés par Staline après 1945, autant là, c'est de reconstruire cette nouvelle Russie avec ces nouvelles élites qui auront été forgées dans la matrice brûlante des tranchées. Voilà, je vais loin là. Justement, vous êtes toujours assez passionné quand vous parlez de tout ça, vous parlez des opérations militaires, des cartes, etc. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui vous séduit? Peut-être pas dans la guerre, mais dans ce qui se passe là autour de nous. J'ai l'impression de vivre un moment historique comme rarement il y en a, et je suis au cœur puisque j'habite à Moscou. Et en plus, je suis allé dans le Donbass. Pour moi aussi, vous voyez, ce qui se passe dans le Donbass, ça s'incarne dans des visages que j'ai vus. Les bombes qui tombaient sur Donetsk, quand j'étais en décembre 2022, il y en a une qui est tombée devant mon hôtel. Il y en a une qui est tombée sur la cathédrale orthodoxe, quand j'y étais. Donc, effectivement, ça me marque. Et puis, bon, j'ai toujours été passionné, c'est pour ça que j'étais officier, je fais Saint-Cyr. Je suis passionné par l'histoire militaire, je suis passionné par la géographie. Et je suis passionné par le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand je retrouve les noms des grandes batailles que j'ai étudiées, je vous recommande, là, pour l'anniversaire de la victoire, le 9 mai, je sors une émission dans RT en français, ça s'appelle 1944-2024, quand l'histoire bégait.
Et en plus, j'aime bien reprendre les termes, vous savez, qu'emploient les gauchistes, l'histoire Béguet, etc. Le cabinet de consulting, vous voulez dire. Voilà, exactement. Communication. Voilà. Et donc, en fait, je fais une comparaison que vous venez de faire. Été 43, bataille de Koursk. Été 2023, l'échec de la contre-offensive ukrainienne, enfin otano-kievienne, et la question, est-ce qu'en 2024 on aura 1944, c'est-à-dire les grandes offensives d'été, donc Bagration, on connaît surtout Bagration, mais en fait il y en avait 3. L'année commence aussi mal pour Kiev qu'elle a commencé pour l'Allemagne, puisque c'était le chaudron de Korsun-Cherkassy. Et la fin de la bataille du Dniepr. Donc pour l'instant, oui, on peut faire un parallèle. Et vraiment, je vous recommande cette émission, c'est une de mes préférées. J'interviewe en plus l'excellent Sylvain Ferreira. Il y a énormément de parallèles. Vous me permettez de faire Allez-y. Et donc il y a énormément de parallèles avec les Américains, notamment sur la propagande, c'est-à-dire par exemple les vagues humaines dont on vous parle. Tout ça, c'est la propagande qui est née au moment de la Seconde Guerre mondiale. Dans mon livre, je cite Marcel Déat. Après Stalingrad, qui explique en gros c'est pas grave, l'armée russe, l'armée allemande va sans doute reculer, mais l'important c'est de tuer le maximum de Russes. Et ça c'est le narratif actuel, c'est-à-dire que l'armée russe avance, oui mais c'est pas grave, ils avancent ça au prix de pertes énormes, à tel point qu'il ne devrait plus avoir d'armée. Bientôt il y aura plus de pertes russes que d'habitants en Russie. Et donc il y a des tas de parallèles, et c'est pour ça que c'est passionnant aujourd'hui, c'est qu'on revit on se retrouve avec les mêmes impératifs géographiques. C'est quelque chose. Et ceux qui commandent cette guerre, notamment sur les médias du régime d'Emmanuel Macron, ici j'ai le droit de le dire, régime d'Emmanuel Macron, eh bien en fait ils font les mêmes erreurs, et c'est comme s'ils n'avaient tout simplement pas lu. Souvent c'est des militaires. Oui, c'est ça qui est extrêmement étonnant et préoccupant, puisque moi qui ne connais absolument rien aux choses militaires, mais qui connais l'histoire. Dès que les Russes ont commencé à s'enterrer à la frontière de la contre-offensive ukrainienne, dès qu'ils ont commencé à s'enterrer, à préparer plusieurs lignes de défense, il suffisait de connaître l'opération Barbarossa pour savoir que c'était un Koursk. Et comment ça se fait ? Alors ça c'est complètement... Alors Koursk, c'était après Barbarossa, c'est été 43. Oui, d'accord. Enfin, bon, c'est là. Barbarossa, ça s'arrête en janvier 42. Bon, excusez-moi. Non, mais c'est pour montrer. Oui, vous voyez, je suis pas spécialiste. Moi, je suis un maniaque. Je suis pas spécialiste. C'était la leçon du professeur Moreau. Pourquoi parce que dans les classes dirigeantes et les gouvernements européens, ils ont quand même des gens qui s'y connaissent, ils ont quand même des gens qui savent, ils ont des services, etc. Ils ont aussi des gens sur le terrain, on le sait très bien. Donc, comment ça se fait que cette stratégie russe, elle n'ait pas crevé les yeux et qu'il n'y ait pas eu une réaction ou d'autres stratégies ou je ne sais quoi qui se passe, alors que c'est complètement évident, y compris pour des gens qui ne sont pas du tout militaires, comme vous venez me faire remarquer. Non. Écoutez, je veux dire, les historiens connaissent mieux l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que les militaires. Le meilleur spécialiste, c'est Jean Lepez. Sur la Deuxième Guerre mondiale, en France, il est incollable. Le meilleur spécialiste anglo-saxon, c'est Gantz. Il est pas militaire. Donc, ça, c'est pas ça. Mais là, vous soulignez un véritable problème. Pour moi, en France, je vois 2-3 raisons. Là. La première raison, c'est que l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale a été écrite par les vaincus, c'est-à-dire par les généraux allemands. Parce qu'on rentrait dans la guerre froide, les anglo-saxons et les Français avaient un complexe par rapport à l'armée allemande qui s'est quand même battue de manière remarquable du point de vue, je ne parle pas du point de vue éthique, du point de vue militaire. Et donc, en fait, ils avaient un complexe. Donc, ils ont demandé aux militaires allemands, aux grands généraux allemands, Manstein, Guderian, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être aussi doué qu'eux. Halder, donc, qui a dirigé notamment l'offensive sur la France, Barbarossa à l'origine. Il est devenu conseiller de l'OTAN. Manstein est devenu conseiller de la Bundeswehr. Et tous, en fait, donc ils ont publié leur mémoire dans les années 50, et ils ont expliqué qu'en fait, s'ils ont perdu, c'est à cause d'Adolf Hitler, qui ne les a pas écoutés, ce qui est totalement bidon. C'est au contraire, Hitler a plus souvent eu raison que ses généraux.
Et ensuite, ils ont expliqué que si les Russes ont gagné, c'est les vagues humaines. C'est toujours pareil. Et alors qu'en fait, c'était les vagues de chars. Les Russes produisaient plus de chars que les Allemands. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu très anticommuniste et j'ai avalé cette fable pendant mon adolescence jusqu'à ce que je me mette vraiment à intéresser au front de l'Est. Donc, vous avez toute une partie et donc ça a formé la pensée de l'OTAN. Par exemple, moi je suis en train de lire les mémoires une analyse critique des mémoires de Guderian et de Manstein qui a été faite en 1958 par le maréchal Yeremenko. Donc qui avait affronté Guderian sur le front de Briansk en 41 mémoire. Donc et lui fait une vision critique. Et il raconte plein de... Par exemple, ils sont à fond sur l'offensive blindée qui va tout emporter sur son passage. Et Yeremenko, il montre que partout où Guderian est passé, c'est parce qu'effectivement, les Allemands étaient supérieurs au niveau de la tactique et ils contournaient les défenses. Mais partout où ils tombaient sur une défense bien préparée, bien organisée, y compris en 41, c'est-à-dire pour ça que Barbarossa a échoué, eh bien en fait, ils n'arrivaient pas à passer. Et quand vous regardez ce qui s'est passé l'été dernier, eh ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a amené des chars hyper lourds, trop lourd, et on s'est dit la pointe blindée va tout enfoncer parce que en fait l'OTAN baigne dans cette histoire écrite par les généraux qui ont perdu la guerre que la pointe blindée peut tout enfoncer. Bah non, quand vous avez une défense échelonnée avec en plus une coordination des feux remarquable avec les Russes qui ont intégré la nouveauté des drones, de l'aviation légère qui n'existait pas, les champs de mines, et voilà, les champs de mines, etc. Donc vous avez à la fois la tradition de capacité défensive de l'armée rouge ajouté avec les moyens modernes, évidemment que ça n'allait pas passer puisque ça ne passait pas déjà. Sauf que Guderian et Manstein ont expliqué à l'OTAN que si c'était super, ça marchait bien, mais que les Russes ont envoyé des vagues humaines. Et donc, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en plus, mais ça, malheureusement, en France, ça c'est aussi dans mon bouquin sur la gauche française, en fait, c'est le fantasme de la guerre coloniale, c'est-à-dire la colonne de tirailleurs qui s'emparent de territoires immenses, sans coup férir et quasiment sans perte. Voilà. Et ça, en fait, les guerres coloniales et décoloniales nous ont désappris à faire la vraie guerre. Et on le voit en 14, les plus grandes pertes de la France en la Première Guerre mondiale, c'est 1914 et 1915. C'est pas Verdun. Pourquoi ? Parce qu'on on croit que on va lancer l'assaut à la baïonnette, etc. Parce que c'est ce qu'on faisait dans les colonies. Et donc, on a désappris la journée noire de l'armée française en août 1914. Il y a 27 000 morts en 24 heures. Et comme par hasard, le général qui commande cette absurdité est un ancien, a fait la campagne du Tonkin. Mais les Tonkinois, c'est pas les Allemands, voilà, surtout à l'époque. Et vous voyez ça pareil en 39-40. Ils sont tous dans leurs exploits coloniaux. Et moi, l'armée dans laquelle j'ai servi, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on rêvait tous de l'outre-mer, déjà parce qu'on est mieux payé, et ensuite on a eu entre guillemets la guerre humanitaire en Yougoslavie. Moi j'étais au Liban, on fait pas la guerre au Liban, vous voyez. Ouais. Donc on regarde les Israéliens tirer sur les Libanais en gros, et le Hezbollah ripostait sur les Israéliens, c'est ça. On regarde et on compte les coups. Bon, mais le problème c'est que en même temps, quand vous êtes militaire, vous êtes fier et vous voulez vous faire croire que ça c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. On a fait un peu la guerre en Afghanistan, ça nous a permis d'améliorer notamment l'utilisation des armes légères, etc. Mais c'est toujours pas cette guerre-là, la vraie, qui se passe en Ukraine. Et c'est pour ça que vous avez tous ces généraux, colonels arrogants. Vous regardez, notamment celui que j'attaque, je me moque assez régulièrement, colonel Goya, je crois qu'il vient de l'armée coloniale. Ils sont tous, c'est tous, et donc en fait leur truc c'est ça, et donc ce serait ces enseignements-là, oui, tirés de cette histoire-là, qui aurait créé ce blocage qui est complètement incompréhensible. Ouais. Je vous dis, parce que si je considère que moi qui suis ni 007 ni expert militaire, vous êtes plus compétent que le général Yakovlev. Je suis capable de voir qu'il va y avoir un Koursk, mais aussi bien avant, parce que en réalité. Si on repense à Staline, Hitler, Staline il produisait 3 fois plus de tanks et puis voilà, donc il pouvait que gagner. Si vous voulez, le problème, il est même, c'est que les Ukrainiens auraient pu percer les défenses parce que les Russes ont percé Avdiivka, qui était encore plus c'est une ville, c'était une forteresse, oui, avec des usines, etc. Ils auraient pu passer à condition d'avoir la supériorité aérienne, la supériorité de la puissance de feu et un système de guerre électronique qui convienne. Ils n'ont aucun des trois.
les Russes sont supérieurs depuis le début. Dans ces 3 domaines, les Russes n'avaient qu'une seule tare, finalement, c'était qu'ils étaient inférieurs en nombre. Et ils le sont toujours, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, les chiffres annoncés. Zelensky a annoncé 880 000 hommes, Poutine a annoncé 617 000 hommes. Mais comme ils sont supérieurs en puissance de feu, eh bien, ils ont perdu. Et le problème aussi, c'est ça, c'est mes amis qui sont encore dans l'armée française qui me le disent. Tous les officiers qui sont passés par l'OTAN deviennent débiles. Et parce que c'est vraiment une... Et donc, par exemple, moi je pense que lorsque la Russie va gagner, ça provoquera des traumatismes. Moi je pense qu'il faut prévoir une aide psychologique pour le général Yakovlev, pour le colonel Goya, le général Richoux. Et c'est parce qu'ils croient en l'OTAN comme moi je crois à la Vierge Marie. Je crois à la Vierge Marie. Hein. Et donc, pour eux, c'est pas possible que l'OTAN perde parce que ça veut dire qu'en fait, on s'est trompé toute notre vie et qu'en fait, on est nul. Bah oui. Vous êtes trompé toute votre vie, vous êtes nul. Ils sont sur une autre planète, quoi. Oui, mais pour moi, la première révélation, ça a été le bombardement de Belgrade, dont on a fêté, entre guillemets, le triste anniversaire, commémoré le triste anniversaire récemment. J'étais encore dans l'armée à l'époque, ça a duré 78 jours. Et à l'armée, je dis, bah, là, ils vont passer à l'attaque au sol, ils vont voir ce qu'ils vont voir avec l'armée serbe. Je crois que les Allemands avaient mis 12 divisions, dont 2 divisions de SS, c'est pas passé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'OTAN. Et plus je voyais ça de l'intérieur, je me suis dit, je sais pas ce qu'on va envoyer, mais avec les Serbes sur leur territoire, ça va faire mal. Il y aura des cercueils qui vont rentrer. Ouais. Et ben on n'y est pas allé, parce qu'on avait peur. Et les accords de Rambouillet, après le bombardement, Milosevic a obtenu tout ce qu'il demandait avant les accords de Rambouillet. La défaite de la Serbie, enfin de la Yougoslavie encore à l'époque, elle a été due à la corruption des élites yougoslaves et aux blocus qu'on a mis, qui ont réellement... Moi, j'étais, la première fois que je suis allé en Serbie, c'était encore à l'époque de Milosevic, il y avait rien qui fonctionnait, pas une carte de crédit, c'était vraiment problématique, ce qui n'a pas été le cas en Russie. Et donc je me suis dit, mais, d'accord, ok, on a fini par faire tomber Milosevic par ce blocus-là, mais militairement, on a perdu. Et l'OTAN d'il y a 25 ans, c'était autre chose que l'OTAN maintenant. Et on avait notamment l'armée française. Donc, en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, oui, en fait, pour être une puissance impérialiste, il faut être capable d'envoyer des soldats mourir. Voilà. Et nous, l'Amérique était capable, pendant la guerre du Vietnam, 56 000 hommes, il faut quand même les perdre, mais c'était encore un volume assez... Mais je cite souvent, je fais la comparaison avec la campagne de Crimée contre les Russes. Là aussi, on allait se battre pour l'Angleterre en 1853. On a envoyé 315 000 hommes, on en a perdu 95 000. Si on voulait aider l'Ukraine aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Vous croyez, les 315 000 hommes, même si vous prenez tout le monde, vous mettez les aviateurs avec un fusil, etc., ça fait 225 000. Et si on en perd 95 000, vous allez voir la réaction ici. Donc voilà, c'est les limites de l'impérialisme occidental contemporain. Mais vous dites quand la Russie va gagner, Oui. vous êtes convaincu qu'elle va gagner, et elle a déjà gagné selon ce que vous dites, ce que vous écrivez aussi. Mais quelle est la suite de tout ça en fait ? Est-ce qu'une réconciliation est possible ? Parce que ça a été très loin tout ça. Comment vous imaginez le futur, disons, le plus positivement possible pour un maximum de pays Ça s'appelle l'après-guerre. Oui, mais comment vous imaginez ça ? Quand ça se terminera, on ne sait pas. Pour que nous, Français, Allemands, on se réconcilie avec la Russie, ce que je souhaite, il faut un changement politique en France et en Allemagne. Je le vois plus arriver en Allemagne avec l'Alternative für Deutschland. Premier parti chez les jeunes, le sondage est tombé il n'y a pas longtemps. Avec l'Allemagne a une vraie gauche, avec Sarah Wagenknecht qui a créé son propre parti. Alliance Sarah Wagenknecht pour le droit et la justice, quelque chose comme ça. Et donc eux, ils ont déjà en fait une élite politique compétente qui est prête à prendre le relais et qui en plus est soutenue, notamment l'AfD, par les milieux industriels. Voilà. Donc ça passe, je pense, par un changement des élites politiques chez les grands pays européens, parce que bon, les pays baltes, honnêtement. On s'en moque un peu de ce qu'ils font. Et c'est ça qui est important. Et après, quand est-ce que ça va arriver ? Moi, j'ai posé la question au président de la Douma, vice-président Piotr Tolstoï. Et en fait, il m'a dit ça prendra quand même 10 ans. Voilà. Alors, j'espère que ça ira plus vite. Mais cela dit, c'est vrai que, si vous voulez, comment est-ce que les pères et les mères de famille des soldats qui sont morts vont pardonner à la France d'avoir livré les obus qui ont peut-être tué leurs enfants, leurs fils, ou même d'ailleurs les civils, puisque le César est utilisé pour bombarder Donetsk. Donc voilà, après, bon, la Russie est maintenant un pays chrétien qui pardonne,
Je pense que si c'est Vladimir Poutine qui est au pouvoir, je pense que ça peut aller plus vite. Mais Poutine est modéré et autour de lui, il y a des gens. Si c'est Medvedev qui prend la suite de Poutine, ça va pas être simple. Donc voilà. Et à titre plus personnel, vous avez dit que vous êtes pro-russe. On voit que vous aimez ce pays. Mais vous considérez comment là-dedans comment vous définissez? Parce que vous avez aussi des étiquettes très différentes. Par exemple, on peut dire que vous êtes membre permanent du conseil scientifique de Feu Civitas, qui est devenu maintenant Civitas International. Il paraît, oui. Oui, il paraît. Voilà, c'est ce qu'on a entendu dire. Voilà. Vous voyez comment? Qu'est-ce que vous avez de russe ou de français? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous avez envie d'être là au milieu? Écoutez, Et une question en plus là-dedans qui pourrait conclure, c'est en cas d'engagement, vous combattriez avec les Français ou avec les Russes? Alors, en fait, moi, je suis 100% français. J'ai pas grand-chose de russe dans mon caractère, dans mon approche, même, je dirais, universitaire. Je respecte beaucoup, d'ailleurs. Mais, je sais pas, j'ai été élevé en France, je suis 100% français. Mais je suis citoyen russe. Et je suis fier de l'être. Et j'essaie d'être un bon immigré. C'est-à-dire de défendre mon pays d'accueil et de lui rendre tout ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et ma fortune. Donc là-dessus, on ne peut pas me reprocher d'être pro-russe. Je suis citoyen russe. Voyez. Aujourd'hui, la France n'est pas en guerre officiellement avec la Russie. Elle est co-belligérante, mais officiellement, elle n'est pas en guerre. Donc je me bats pour que les Français comprennent ce qui se passe et qu'ils renversent le régime actuel. D'une manière tout à fait démocratique, évidemment. Donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce que je ferais si la France rentrait officiellement en guerre contre la Russie? Évidemment, jamais je ne tuerais ou n'essaierais de tuer un soldat français, ni un soldat russe. Donc, écoutez, je me retirerais dans un monastère, je finirais d'élever mes enfants, mais évidemment que je ne prendrai pas part au combat. Ça, c'est évident. Nous pourrions continuer pendant longtemps encore, c'est tellement passionnant. Mais je crois que nous allons terminer ici. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. À bientôt.